Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission, comme toujours, qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion, mais aussi l'émission qui décrypte l'actualité au quotidien et sous toutes ses formes, évidemment. C'est un plateau exceptionnel consacré au décryptage par les confrères journalistes qui sont à mes côtés pour parler de ce qui fait la une dans les débats. D'abord, le Premier ministre Kassory Fofana et sa suite, on va dire, mal accueillis hier à l'Abbé alors qu'ils étaient venus pour superviser, sinon voir les travaux d'infrastructures qui ont été réalisées de ce côté, mais aussi rencontrer les sages avant d'aller vers Tougué pour lancer officiellement le projet de l'ANIES, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Quel regard porter sur cette surchauffe hier à l'Abbé autour de la délégation de Kassory Fofana dans un contexte politique mouvementé où effectivement on parle de plusieurs morts en marge des manifestations du FNDC. Et puis on parlera bien sûr d'Alpha Condé à Zérékoré avec les discours chocs qu'il y a tenus, qui laissent entrevoir en tout cas des implicites à l'endroit directement de deux de ses opposants, notamment Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, quant à son intention, ses velléités de les bloquer pour les prochaines élections présidentielles. Et puis, manif du FNDC du 14 avec son cortège de morts et celle en vue, nous en parlons. Et puis nous terminerons par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante qui lance officiellement l'opération enrôlement aujourd'hui même, mais sous fond de petits soucis avec des superviseurs sur le terrain. Et Thierno Suleiman va justement nous parler des dessous de ce problème. Ici donc à ma droite sur ce plateau, Bella Kamano, il est journaliste, directeur général de la radio parlementaire, analyste politique. Bella, bienvenue dans cette émission. Merci de l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs. Merci de la disponibilité. Ici à ma gauche, Thierno Suleiman Diallo, il est journaliste à Guinée News, mais également à Sabari FM. Il est analyste politique, mais aussi un habitué des questions minières. Thierno Suleiman, bienvenue sur ce plateau. Merci Wouri, bonjour à tous. Merci surtout de la disponibilité. Alors avec vous, pourquoi ne pas brosser un peu ce marché qui a été, en tout cas aussi on peut dire comme ça, les blocs 1 et 2 de Nimba, Seba, qui a été donc passé à la SMB. Est-ce que tout ça a été fait dans les meilleures conditions de transparence? On en parlera peut-être en fin d'émission. Pour commencer, je parlais de Kassory Fofana qui est allé à l'Abbé dans la zone du Fouta, donc pour des raisons qu'ils ont évoquées, mais vous l'avez compris hier, eh bien, il a été presque coincé hier à l'Abbé parce que des jeunes qui étaient en colère pour tout ce qu'on connaît, qui s'est déjà passé, ont mal pris cette visite de Kassory et de sa suite à l'Abbé. Quel regard porter sur cela? Bien, d'abord, encore une fois, nous sommes face à un paradoxe. Vous ne pouvez pas être à la fois des partisans de la défense de la Constitution et refuser que sur une partie du territoire, dans une république, et des autorités qui ont été établies par cette même Constitution foulent le sol de ce territoire. Vous ne pouvez pas, au même moment que vous défendez la Constitution, vous permettre d'organiser des manifestations avec des objectifs de violence. Puisque pour moi, hier, devait être l'occasion pour ces membres du FNDC, ces partisans du FNDC. Faut-il qu'on soit sûr que c'était les membres du FNDC? Je ne dissocierai jamais, et je n'ai d'ailleurs pas de raison valable qui me permettrait aujourd'hui de dissocier ce qui s'est passé hier des menaces à peine voilées qui ont été proférées par le FNDC bien avant que Kassory Fofana et sa délégation n'atterrissent à l'Abbé. Il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées par certains articles des sites d'information très sérieux. Bien. Donc, je ne peux pas dissocier pour le moment ce qui s'est passé et les objectifs que s'était fixé le FNDC, version ou FNDC local l'Abbé. Donc, pour le moment, encore une fois, je ne peux pas
comprendre que ce FNDC qui se bat pour la défense de la Constitution viole, c'est-à-dire les dispositions les plus élémentaires, la liberté de circuler, la liberté de s'exprimer aux autorités qui ont été établies par cette même Constitution. Bien. Alors oui, je reviens à vous tout à l'heure. Thierno Souleymane, le Premier ministre Kassory Fofana donc, et son cortège qui ont essuyé donc, des jets de pierre de la part de ces jeunes. L'abbé était donc en surchauffe. Au vu du contexte, est-ce que c'était opportun, justement, quel qu'a été l'objet de la mission qu'ils s'y rendent en ce moment? Bon, écoutez, c'est jamais évident de savoir que si c'était opportun ou pas. Ce qui reste clair, c'est que moi, de mon point de vue, cette mission a été très mal préparée. C'est pourquoi les autorités n'ont pas douté de ce qui pouvait arriver. Et ça, je l'ai même dit dans une de mes publications, c'est de la responsabilité entière des services étatiques qui sont censés préparer les missions des responsables de ce pays. Parce que, c'est-à-dire, il faut qu'on arrête de tout banaliser. Le déplacement d'un membre du gouvernement, d'une autorité quelconque, à plus forte raison d'un Premier ministre, ça doit se préparer. Et dans la préparation, on doit tenir compte de tous les facteurs. Notamment les réalités du terrain. Justement, et c'est là qu'intervient le facteur contexte. Parce que je pense qu'il faut être le plus ignorant de la situation actuelle du pays pour prétendre avoir un membre du gouvernement, fût-il le Premier ministre, aller parader aujourd'hui au fief du principal opposant du pays, avec le contexte que vous savez, où des cas graves de violation des droits de l'homme, y compris de meurtre, sont reprochés au gouvernement, et penser que cela peut se passer, que tout le monde dans le calme peut admettre qu'on déroule le tapis rouge à un membre du gouvernement aujourd'hui à la baie. Ça relève totalement de l'ignorance, de la négligence la plus absolue, parce que aujourd'hui, c'est vrai, on parle de la Guinée, mais dans le monde entier, c'est des choses qui arrivent. Quand une autorité se déplace dans un terrain hostile, politiquement bien entendu, forcément il faut s'attendre à ce genre de choses et donc prendre les précautions. Donc moi je suis plutôt surpris qu'on soit surpris dans ce pays, que cela arrive et puis qu'on tente d'expliquer cela par des idioties, excusez du terme, allant dans le sens de l'ethnocentrisme. Non, il est d'une communauté, c'est une communauté. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est une gouvernance qui est sanctionnée, c'est des jeunes qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Surtout, rappelez-vous les explications qui sont données par le Premier ministre, qui relaie les explications données un peu plus tôt par le président de la République, allant dans le sens de mettre en cause ce que tout le monde sait, du fait qu'il y a des membres des forces de défense et de sécurité qui sont mis en cause dans les tueries en marge de manifestations, dans les tueries qui interviennent à Conakry. Et je pense qu'il faut encore une fois sortir de ce genre de considérations politiciennes, se regarder en face dans ce pays, se dire que quand tu es un membre du gouvernement, tu es censé aller partout où tu penses que c'est nécessaire d'aller dans le cadre de ton travail, mais en même temps tu n'ignores pas qu'il y a des risques quand tu ne travailles pas bien de se hasarder partout. Il y a ces endroits où les gens sont prêts à te rappeler que tu n'es pas en train de bien travailler, et c'est ce qui est arrivé au Premier ministre. Oui, mais faudrait-il que ce rappel soit un rappel démocratique? C'est de ça que je voulais parler tout à l'heure. Permets-moi d'aller au bout. Le caractère de la désapprobation de l'arrivée de cette délégation du Premier ministre, si on peut le dénoncer de par la violence qui l'a caractérisé, les jets de pierre, les pneus brûlés ci et là, mais le contexte, en tenant compte du contexte, je voudrais que vous donniez votre analyse là-dessus. Est-ce qu'il ne fallait pas tenir compte du contexte politique, justement, avant d'y aller? Justement, il ne faudrait pas aussi... Je veux dire, est-ce que le contexte politique n'a pas guidé la réaction des gens Justement, j'allais en venir parce que là, c'est une évidence. Aujourd'hui, nous savons tous que il y a une partie du peuple de Guinée qui s'oppose à ce projet de modification de la nouvelle constitution. C'est un contexte politique qu'il fallait prendre aussi en compte. Mais encore une fois, je tiens à rappeler que quelle que soit votre façon de désapprouver
intérieurement un projet, lorsque vous voulez l'extérioriser, il faut essayer de vous munir de tous les outils démocratiques. Puisque hier, à la place de ces populations de la baie, de ces jeunes de la baie, qui sont sortis pour jeter les pierres contre le cortège, j'aurais organisé par exemple un meeting où peut-être j'allais faire venir quelques autorités, et si le Premier ministre était prêt à venir, j'allais le recevoir pour lui dire en face ce que je ressens du contexte politique. C'est un idéal, mais on sait que ce ne serait pas ainsi. Non, c'est un idéal. Qu'il soit là ou pas, si le Premier ministre était informé que là où il est, il y a un meeting qui se tient, et sur les lieux du meeting, il y a des Guinéens qui sont en train de tenir des discours hostiles à sa présence, ou des discours allant dans le sens des réclamations. Bien. Cela aurait pu passer mieux que de se lever et barrer la route, confiner le Premier ministre et les membres de sa délégation dans un hôtel pendant plus de 3 heures, pendant plus de 4 heures. Alors, je reviens pour dire que nous sommes dans un contexte politique où le FNDC, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, le FNDC est aujourd'hui caporalisé par ces deux grands partis politiques, même si certains autour de ce plateau... Permets-moi, même si autour de cette table, certains n'accepteraient pas que je le dise ainsi, mais l'UFR et l'UFDG quand même, aujourd'hui, ont caporalisé le FNDC. Et l'UFDG à la baie, vous le savez, c'est un territoire qu'ils pensent... Vous êtes d'accord que c'est le même cas pour la Codenok, dans l'autre camp, caporalisé par le RPG? Je ne vois pas cette caporalisation pour le moment. Quand la Codenok pour le membres du RPG qui parlent, c'est eux qui organisent les choses, et puis c'est les t-shirts du RPG qu'on voit. Plutôt ce sont des autorités qui se font représenter. Quand je prends par exemple le cas de Kishidougou, c'est le président de la République qui s'est fait représenter par un de ses conseillers. Donc ce n'est pas le cas. Alors je voudrais dire ceci. Quand par exemple vous voyez en marge de la visite du Premier ministre, comme je l'ai dit, qui avait pour premier objectif de venir voir les infrastructures routières qui ont été réalisées, peut-être les inaugurer avant de continuer, et voir les sages pour parler de paix. À côté de cela, vous voyez des bâches, ou une bâche sur laquelle il est écrit « Vive la nouvelle constitution », n'est-ce pas? Et donc des slogans qui vont dans ce sens-là. Et puis, concernant les cas de tueries qui se sont faits effectivement en marge des manifs ici à Conakry, quand le Premier ministre va voir les sages et qu'il dit « Non, les gens n'ont pas été tués dans le périmètre des manifs et tout », ces deux éléments ne pourraient-ils pas justement susciter ce qui est arrivé, c'est-à-dire la colère de ces jeunes? Alors là, pas du tout. De l'abbé. Alors là, pas du tout. Si à Conakry, on a autorisé tous les Guinéens, c'est-à-dire les Guinéens des deux bords, à Lamane, à Moulamfé, de s'exprimer librement, pourquoi pas dans une région comme l'Abbé, où chacun doit avoir de la place pour aussi s'exprimer. Oui, sauf que ce n'était pas ce qui était prévu. Non, permettez que cela soit prévu ou pas, à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous sommes en train de parler de cette situation. À Zérekoré, il y a des Guinéens qui ne sont pas pour la modification de la Constitution, mais qui sont dans la rue. Bien sûr. Pourquoi pas à Cancan, pourquoi pas à l'Abbé, pourquoi pas à Mamou? Donc, cela ne devait pas être la raison invoquée pour procéder à ces violences auxquelles nous avons assisté hier. Bien. Pour moi, derrière tout ça, il y a à la manœuvre des hommes politiques qui ont des objectifs. Je dis des hommes politiques, suivez mon regard, qui ont des objectifs totalement opposés à celui que s'était fixé hier le Premier ministre, c'est-à-dire aller à l'Abbé, d'abord jauger le niveau d'avancement des travaux en cours par rapport au bitumage de la ville de l'Abbé, mais aussi procéder au lancement de ce très grand projet de lutte contre la pauvreté dans cette zone qui est la région de l'Abbé. On va finir rapidement avec ce sujet du Premier ministre. Je reviendrai rapidement sur le contexte. C'est très important parce que pour moi, le débat, ce qui s'est passé à l'Abbé hier, dépasse même le débat sur le projet de nouvelle constitution. Encore une fois, le contexte est que je crois que ces derniers temps, ça devient de plus en plus unanime. Il y a
des ressortissants d'une communauté qui se sentent visés par la violence qui s'abat aujourd'hui sur les populations guinéennes. Ça, c'est de plus en plus une évidence. Et il y a un travail même qui est fait dans ce sens par le régime qui fait tout pour stigmatiser une région. Vous vous rappelez des propos de Damaro, du responsable de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, justement, à l'occurrence, M. Damaro Camara. Donc, quand vous mettiez tout cela dans la balance, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des jeunes qui apprennent que leur communauté est visée, qui pour certains ont perdu un cousin, pour certains ont perdu en tout cas un proche, que cela résonne comme un politicien qui peut-être parce qu'il veut accéder au pouvoir, veut s'accommoder de certaines choses. Non, à un moment donné, ces jeunes, ils veulent exprimer ce qu'ils ressentent sans pour autant tenir compte des considérations politiques. Sauf que la manière de l'exprimer hier, évidemment, est à condamner. C'est-à-dire que écoutez, les jets de pierre, s'attaquer frontalement au cortège, est-ce qu'il ne faut pas quand même regretter cela, dénoncer cela? Je ne suis pas contre que chacun exprime ce qu'il ressent par rapport à la question. Moi, je n'irai pas vers cette condamnation. Je le dis clairement parce que tout simplement, il y a des conditions qui sont créées pour frustrer des gens. Et quand la frustration arrive à un certain niveau, il faut s'attendre à ce genre de réaction. C'est humain. Bien. Moi, je crois qu'il faut qu'on sorte de ce complexe, de ce qui même frôle l'hypocrisie dans ce pays, pour dire qu'il faut s'accommoder de tout, parce que tout simplement, telle communauté veut arriver au pouvoir, ou parce que tel ressortissant d'une communauté veut arriver au pouvoir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, c'est aux gouvernants de ce pays de créer les conditions pour que tous les Guinéens se sentent égaux dans leurs droits et dans leurs devoirs et agir en conséquence. Mais quand vous faites tout pour stigmatiser une communauté, vous le faites savoir, à un moment donné, vous ne pouvez pas être surpris de voir des éléments incontrôlés qui n'agissent au compte d'aucune entité politique, d'aucune obédience politique, d'aucune association, pour dire écoutez, moi individuellement, j'ai perdu mon cousin, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu tel, et j'ai peut-être moi-même eu une blessure, je ne sais pas quoi, que je suis contre ce qui est en train de se passer et je l'exprime, mais face à un gouvernement qui est accusé de tuerie, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir jeté une pierre. Donc c'était pas surprenant. Ce qui est arrivé vu le contexte. Le contexte était tel qu'il fallait encore une fois, en préparant la mission du Premier ministre, s'attendre à cela et peut-être travailler à l'éviter. Bon, justement, on termine sur le sujet. Justement, c'est cette façon d'analyser le contexte sociopolitique qui aggrave encore la situation. Parce que pour moi, cela est inhérent à la vie politique. Aujourd'hui, pour être très simple, lorsque vous vous rendez dans la préfecture de Kankan et que vous essayez de jeter la pierre sur un tas d'individus, vous avez 90% de chances que cette pierre se heurte à la tête ou au dos des Malinqués. C'est tout comme dans la ville de Kissidougou ou de Gekedou. Vous jetez une pierre, vous avez 90% de chances de heurter la tête d'un Kissien. Alors, nous avons une géographie, nous avons une géographie à Conakry, qui favorise que aujourd'hui, lorsqu'il y a des manifestations, dans la commune de Ratoma, qui est majoritairement habitée par une communauté, que les membres de cette communauté aient plus de chances d'être touchés que les membres d'une autre communauté. Oui, et on fait tout pour créer des incidents. Mais nous Guinéens, c'est devenu depuis des décennies le discours le plus facile à prononcer. Parce que tu te rappelles que sous le régime de défunt Ahmed Sékou Touré,
c'était les mêmes discours, c'était une communauté qui était visée. Et lorsque Lansana Conté a pris le pouvoir et que le coup d'État du 4 juillet 1985 est intervenu, c'était le même discours que c'était la communauté malinquée qui avait été visée par les secours. Donc, disons que lorsque certaines conditions politiques sont réunies, je voudrais que l'analyse qu'on doit faire de ce contexte politique soit totalement débarrassée des éléments communautaires. Quel que soit ce qui s'est passé, Kassori aurait dû être tranquille, sans essuyer aucune contestation, quelle que fût la forme à l'abbé. Je ne le dis pas, je ne le dis pas, mais encore que Kassori était porteur d'une bonne nouvelle, Kassori était allé matérialiser cette bonne nouvelle et en faveur des populations de l'abbé. Bien. Parce que, non, attendez. Pour terminer là-dessus. Deux choses. C'est bien de rappeler le contexte historique guinéen. Je suis d'accord avec Bella parlant du premier régime. On ne va pas faire l'histoire, oui, mais en même temps, longtemps. En même temps, il a oublié un facteur essentiel. C'est le régime Lansana Conté auquel était opposée carrément la région de la Haute-Guinée. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu un Premier ministre ou un membre du gouvernement aller parader à Kankan au compte du PUP dans les temps. Alors là, Thierry Suleiman n'était pas en Guinée. Attendez. Il n'était pas à l'époque en Guinée. Il y a eu des Mouloukou Suleiman qui ont été les grands défenseurs du PUP à l'époque dans la région de Kankan. Informez-vous bien. S'il vous plaît. Allez à Kankan. Non, informez-vous. Non. En temps de crise, de contestation où les gens se rendent sans avoir des soucis. Ce qu'on dit. Oui, pour terminer là-dessus. Oui, mais les gens sont toujours... Rappeler cet aspect-là, c'est très important. L'autre chose, c'est quoi? C'est que derrière ce qui est vendu comme projet Agnès, développement, lutte contre la pauvreté, il y avait un agenda politique caché par le Premier ministre. C'était quoi? C'était d'aller organiser une réception à l'abbé et vendre au monde entier le fait que pendant que les opposants ou le principal opposant au régime Condé est en train de se taper la poitrine aujourd'hui, le pouvoir et son Premier ministre est capable d'aller mobiliser dans son propre fief. Donc c'est tout cela qui a été descendé politiquement et il fallait préparer et s'attendre au revers de la médaille. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Vous avez affaire à un gouvernement qui ne travaille pas, qui n'a que sa volonté, son ambition comme programme, le reste, il ne s'en préoccupe pas. Et voilà, il ne pouvait pas éviter ce genre de choses. Et puis justement, en parlant de ce projet d'Agnès, est-ce qu'il n'est pas suffisamment politisé que d'être plus simplement technique et puis qu'il se déroule en toute discrétion puisqu'il s'agit de lutte contre la pauvreté? Cette question, nous la poserons à d'autres occasions pour venir... Non, il faut déjà la poser, je réponds. Il faut pourtant répondre, il faut répondre parce que l'Agnès n'a rien de politique, c'est le lancement officiel des activités de l'Agnès peut-être qui a revêtu un caractère politique. Sinon, l'Agnès... Mais dans le fond, c'est vraiment pertinent. Mais quand je suis heureux alors que tu reconnaisses que c'est pertinent. Mais bien sûr. Voilà. Parce que déjà, il y avait les filets sociaux. Parce que déjà, il y avait les filets sociaux qui faisaient la même chose, mais sans bruit. Et pourquoi maintenant il y a du bruit autour? C'est là la question que je pose. Et prochainement, parce que c'est devenu une agence. Évidemment. C'est devenu une agence. La prochaine fois, les filets sociaux étaient un programme. Non, la prochaine fois, tu seras sur ce plateau avec Tierno et nous reviendrons là-dessus parce que ça me semble très très important. Est-ce qu'il faut la mener telle qu'elle est en train d'être menée maintenant, ou est-ce qu'il faut la mener d'une toute autre façon? On va parler de notre discours en 2-3 minutes chrono avant de passer à la pause. Celle, cette fois-ci, du président Alpha Condé lui-même. Après avoir été absent du périple de la forêt où il a été attendu tout au long, d'abord à Kissidou, à Djekedou, à Macenta, et il était finalement présent à Zérékoré. La mobilisation, elle était évidente au vu de la foule. Maintenant, à savoir d'où ils sont venus et dans quelles conditions. Mais ce qui est sûr, le discours aussi a intéressé les uns et les autres. Alpha Condé, au fond, qui dit que, en fait, il préfère laisser le pays à des gens même propres et non à des bandits, ce qui, de façon voilée, laisse entrevoir sa volonté de bloquer ces deux principaux opposants aujourd'hui, Sidia Touré et puis Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que vous dites de ce pan de ces interventions?
Oui, moi j'irai en extrapolation, hein, parce que lorsque vous situez seulement le champ politique ou vous le limitez seulement à Sidya Touré et à Cellou Dalein Diallo, c'est comme si... C'est les deux principaux, j'ai oui, pas dit... oui, mais aujourd'hui, attention, nous avons assez de leaders politiques. Mais quand ils parlent des anciens, on parle des leaders politiques, des leaders politiques ils parlent qui de sont... ceux qui ont déjà géré, on voit clairement Cellou et Sidya. Oui, mais il y en a qui ont géré, qui sont aussi dans l'opposition, même s'ils n'ont pas géré à un certain niveau, comme mais vous, quand Alpha parle comme ça, qui est-ce que vous voyez directement? Lorsque Alpha parle ainsi, je vois tout ce qui, demain, prétendrait... Au premier plan. Prétendrait peut-être se présenter à la présidentielle de 2020. Oui. Oui, au premier plan, je peux citer pour le moment le président de l'UFDG, qui est le principal opposant à ce régime d'Alpha Condé. Mais il faudrait-il que le terme bandit soit un peu relativisé, parce que lorsqu'on emploie... Oui, il l'a employé, mais lorsque vous envoyez votre enfant chercher des galettes dans le quartier à son retour et qu'ils vous disent papa, j'ai acheté ces galettes à 2000 francs alors que vous savez que la galette coûte 500 francs, vous allez le traiter de petit bandit. Alors c'est comme ça qu'il faut relativiser. Ce sont des expressions qui peuvent des fois se glisser. Ben, lorsque vous poussez un peu plus loin la réflexion sur le terme et que vous poser la question sur la gestion qui a caractérisé leur passage à la tête des différents ministères et à la primature, vous vous rendez effectivement compte que cette gestion a été celle des bandits. Écoutez, bien sûr. Est-ce que le sous-entendu derrière ce discours, ce que je veux savoir, c'est que effectivement il y a la volonté de bloquer ces messieurs-là, même si Alpha Condé décidait de partir, derrière ce discours? Derrière ce discours, je ne vois pas la volonté de bloquer, mais plutôt la volonté de faire en sorte que, lorsque il doit partir, qu'il laisse la Guinée dans les mains d'une nouvelle génération qui, à son tour, va essayer de faire son mieux. C'est cette volonté que je vois. L'autre pan du discours du président, c'est quand il dit aujourd'hui, il y a deux Guinées. Une qui veut que la Guinée avance et l'autre qui veut qu'elle reste dans le passé sombre. Et vous qui êtes devant moi là, vous symbolisez ce peuple-là, cette Guinée-là qui veut avancer. Donc, en discriminant l'autre peuple, en fermant ses oreilles justement aux réclamations de l'autre peuple, selon lui qui ne veut pas que la Guinée progresse. Est-ce qu'il est dans la posture d'un chef d'État à l'instant où il dit ça? Alors que c'est ce qu'on attend de lui. Il est plus que dans la posture d'un chef d'État, soucieux de l'avenir de son pays. Puisque les premiers propos ne peuvent pas être dissociés. Une partie du peuple qui réclame, qui dénonce, est une sorte du peuple que lui ne légitime pas, il n'approuve pas. Est-ce que c'est l'attitude d'un chef d'État? C'est là où je voudrais en venir. C'est que les premiers propos de son discours ne sont pas indissociables de ses derniers propos, parce que face à lui, il avait un peuple qui était acquis à la modification de la Constitution. Qu'il considère comme un peu, comme si on peut dire la partie saine, quoi. Pas la partie saine, pas la partie saine, mais qu'il considère comme cette partie du peuple qui voudrait voir la Guinée aller de l'avant. Puisque dans la nouvelle constitution, non, on va pas non, permettez, alors, d'accord, dans ses premiers propos, lorsqu'il exprime dans ses premiers propos le désir de laisser la Guinée dans les mains d'une nouvelle génération. Je crois que cette nouvelle génération est soutenue par le peuple qu'il avait en face. Bien. Contrairement à ceux qui veulent le regarder dans le rétroviseur, qui font partie aujourd'hui de ce que nous appelons le FNDC. Parce que le FNDC, en quelque sorte, si on me permettait de dire que c'est la mue de l'UFDG, l'UFDG est à sa tête un ancien dignitaire de ce pays. L'UFDG et l'UFR également est à sa tête un ancien dignitaire de ce pays. Des gens qui ont géré jusqu'à la primature, dont les limites... Vous approuvez cette logique du président? Je l'approuve
à qu'il a le 100%. droit de vouloir barrer le chemin à qui que ce soit, même si auparavant ces gens ont géré. Est-ce que c'est au peuple, à travers le vote, il a le droit, les urnes, il a le droit de se soucier de voir après lui la Guinée être gérée par une nouvelle génération et par les mêmes propres. L'intention de vouloir bloquer, ça se sent dans le discours. Je ne le juge pas sur des intentions. Je ne veux pas laisser. En tant que journaliste, je préfère juger le président de la République sur les faits, pas sur des intentions. Alors, oui, tiens, là-dessus, pour terminer. Là-dessus, deux ou trois choses rapidement. D'abord, par principe, le président de la République ne peut pas prétendre vouloir, prétendre devoir laisser le pays à quelqu'un. Ce n'est pas à lui de le faire. Autant il parle tous les jours de la souveraineté du peuple de Guinée, c'est encore une fois une expression populaire. C'est seul au peuple de Guinée qu'il est donné de choisir ses dirigeants comme ce fut son cas. Donc il ne peut pas faire le choix à la place des Guinéens. Ce n'est pas du tout possible par principe. Maintenant, le fait de... moi, dans ce discours, je n'ai pas entendu parler de génération, de nouvelle ou d'ancienne génération. J'ai plutôt entendu parler d'anciens qui ont géré ce pays et auxquels le président ne voudrait pas... il a quand même parlé de même propre. Laisser ce pays, justement. De même propre. Parlant des mêmes propres. Parlant des mêmes propres. Pour ne pas être trop large. Hein? Oui, oui. Parlant des mêmes propres, je ne sais pas qui peut prétendre avoir des mêmes propres aujourd'hui. Parce que pendant les 9 ans de la gestion actuelle, de la gestion du pouvoir actuel, pratiquement tout et rien a été dit dans le cadre de la malgouvernance. Malheureusement, ça va rester, en tout cas pour l'instant, au compte de dénonciation, mais aucun travail ne se fera pour établir la vérité sur ces soupçons de malversation financière et d'autres délinquances dans le cadre de la gestion de ce pays. Bien. Donc, à ce stade d'aujourd'hui, je ne sais pas qui peut prétendre donner la leçon à qui dans ce pays. Ils n'ont pas de morale à leçon de morale à donner. Et on va terminer avec toi, Tierno, là-dessus, en parlant du président de la République. Je disais tout de suite que vous êtes habitué aux questions minières. Il a profité de son discours pour promettre que non seulement des projets qui avaient été mis en berne dans la région de Zérékoré vont reprendre, mais le projet Simandou passe entre les mains de SMB, qui est déjà installé à Boké, et on sait les réalités. Alors, est-ce que c'est des promesses qui peuvent tenir ou est-ce que c'était pour la circonstance selon vous? Et le cas SMB, est-ce qu'il faut véritablement porter les projecteurs sur ce projet en termes de transparence dans la méthode de passation de ces marchés-là? Bon, écoutez, c'est difficile d'aborder cette question en très peu de temps, tout simplement de circonstances le projet Zogota qui nous amènent quand même à nous poser de questions pour l'instant. C'est-à-dire, c'est le fait que en un laps de temps, SMB soit en train de devenir un géant minier en Guinée, pendant que dans le monde entier, l'expérience de SMB n'est pas la plus... Et avant elle, il y a la CBG qui est déjà là. Oui, il y a justement. Russa, donc il y a cet aspect. Maintenant, les autres aspects, c'est le fait que les derniers projets qui sont annoncés en Guinée, pour la plupart, c'est des gens qui sont proches du pouvoir, soit qui sont carrément membres du parti au pouvoir ou qui ont accompagné le candidat d'alors, c'est-à-dire l'actuel président de la République, ou c'est des sociétés comme SMB qui quand même ne filent pas le mauvais coton avec le pouvoir, qui s'adjugent tous les marchés. Bien. Donc c'est des circonstances qui quand même amènent à ce qu'on se pose des questions pour l'instant en attendant. C'est pas tout à fait clair. Pas tout à fait clair. Et oui. On va observer quelques mots à dire. Oui, quelques mots à dire là-dessus, parce que je te vois t'appuyer sur c'est pas clair, c'est pas clair. Ah, oui, pour le moment, SMB considérée comme une entreprise évoluant dans l'exploitation minière. C'est vrai qu'elle n'a pas cette envergure comme celle que nous connaissons ailleurs, des plus anciennes. Mais encore que toute entreprise, avant de devenir grande, elle commence toujours par un premier pas. Peut-être que les conditions dans lesquelles permettez, pour moi, quelles que soient aujourd'hui les conditions de négociation des contrats miniers, l'important pour moi, c'est de voir
les recettes de ces contrats miniers. Permettez, les recettes de ces contrats miniers profiter aux populations de Conakry. Alpha Condé, permettez, a toujours dénoncé la manière dont les marchés ont été passés. Je dis bien, les principes de la gouvernance minière je dis bien, aujourd'hui, quel que soit et dans la gestion des projets miniers, quelles que soient les conditions dans lesquelles on va négocier ces contrats miniers, l'important pour moi, c'est de voir les recettes, les revenus tirés de ces mines-là bénéficier au peuple de Guinée. Bien, parce qu'il ne sert à rien d'avoir ces mines en état brut, alors qu'on se dit toujours un pays riche. Encore qu'il faut attendre que tout ça soit une réalité du côté de Zérékoré. Merci. Enfin, je veux dire, on observe juste la pause et pour revenir pour seulement 10 minutes chrono en rafale pour parler des manifs du FNDC et puis de la CENI qui a lancé officiellement aujourd'hui les opérations d'enrôlement, ce qui veut dire que tout le monde doit aller maintenant vers les machines pour s'enrôler en vue des élections à venir. Juste après la petite pause, on se retrouve. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, analyse croisée des confrères journalistes sur l'actualité, les sujets brûlants du moment. Vous l'avez compris, nous avions parlé de cette visite sous fond de surchauffe du Premier ministre à l'Abbé hier, évidemment, et puis Alpha Condé à Zérékoré avec son discours et ses dessous qu'on a décryptés tout de suite. Maintenant, on va parler du FNDC. La manif, la marche du 14, vous savez comment elle s'est terminée. 3 morts, au lendemain un autre, donc 4 ajoutés à 3 autres corps qui sont encore non enterrés et qui ont été tués en marge de l'enterrement de la dernière fois, ce qui fait 7 corps à enterrer. Que dire justement de tout ça avec une marche du FNDC qui est en vue pour notamment le mardi prochain, donc le 26 de ce mois. Oui, Bila là-dessus, c'est ce qui s'est passé sur le tour de la dernière fois. Il fallait s'y attendre vu qu'il y avait une incompréhension entre les deux parties concernant l'itinéraire. Est-ce que c'était une injustice faite au FNDC quand on sait que les pros ont emprunté l'itinéraire aéroport-esplanade du Palais, étant donné que le FNDC voulait le même itinéraire qu'on ne leur a pas accordé, ce qui a fait qu'il y a eu ces violences qui ont fait 3 morts, un bus calciné et puis d'autres caillassés. Bon, je n'ai pas vu les pro-modifications de la Constitution emprunter l'autoroute. Plutôt, l'occasion de l'arrivée d'Alpha Condé. J'ai plutôt vu des Guinéens qui sont sortis le long de l'autoroute pour réceptionner le président de la République. Permettez, il y a une différence entre un attroupement à un point donné et un déplacement d'un point A à un point B. Alors que le jour de la réception du président de la République, il était question que des gens se retrouvent à l'aéroport, ensuite sur l'esplanade du Palais du Peuple et tout au long maintenant de l'autoroute, que les gens sortent pour réceptionner et ovationner le président. C'est à ça que j'ai assisté. Je n'ai pas assisté à une marche, contrairement à celle qui avait été souhaitée par le FNDC le 14 novembre. Nous avons vu le FNDC le 14 novembre, bien avant le 14, informer les autorités des communes que les militants ou partisans du FNDC devaient traverser pour arriver enfin sur l'esplanade du Palais du Peuple. Mais au soir, les autorités du gouvernorat de la ville de Conakry ont sorti un communiqué. J'ai dit la veille alors, dans la nuit du 13 novembre. Le gouverneur donc a sorti un communiqué dans lequel il a encore réitéré que la manifestation était autorisée, mais que l'itinéraire devait être modifié. Malheureusement, c'est cela qui a été mal entendu ou pas du tout entendu par les partisans du FNDC. Le 14, donc, nous avons vu des partisans du FNDC qui sont sortis, qui se sont retrouvés d'abord à l'aéroport, de l'aéroport jusqu'au pont de Gbessia-Kondebougny, où était déjà installé un dispositif sécuritaire. C'est de là-bas que les partisans devaient donc dévier vers la droite pour aller sur Concasseur et puis aller se retrouver finalement à la terrasse de Dictine. C'est justement le forcing qui a été employé au niveau du pont de Kondebougny qui a finalement dégénéré en violence et nous avons vu ce qui en est suivi. Nous avons compté des morts, nous avons aussi enregistré
des dégâts matériels importants, c'est-à-dire la brisure des vitres des cars de transport public et un d'ailleurs a été calciné. Rapidement. Bon, il faut retenir... Encore des morts, hein, par balle. Ah oui, encore des morts. Je ne dirais pas par balle parce que je n'ai pas encore le rapport d'autopsie. Il y a eu des morts. Mais il faut quand même, à ce niveau aussi relever le paradoxe du sens du combat du FNDC. Vous ne pouvez pas être défenseur de la Constitution et être au même moment les premiers à violer les dispositions de cette Constitution. Vous ne pouvez pas être des défenseurs de la Constitution pour s'ériger en une catégorie de Guinéens qui aujourd'hui est en train... Les prémices de ce scénario-là étaient déjà là, au vu qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'itinéraire. Oui, pas? Bien. Ils n'étaient pas d'accord sur l'itinéraire. Il ne fallait donc pas que les partisans du FNDC viennent au niveau du pont de Kondebougni employer la force pour dégager les forces de sécurité qui étaient là. Bien. Pour non seulement sécuriser, mais aussi les orienter vers l'itinéraire que ces partisans devaient suivre. Tiens là-dessus pour terminer, pour passer à la série. Il faut tout de suite observer que les violences, c'est-à-dire la dispersion violente de la manifestation du 14 novembre est intervenue pendant que le cortège des manifestants n'était pas encore arrivé au pont. Donc tout ce qui se raconte autour de cette histoire, bras de fer, les hommes voulaient passer par ici, la tête du peloton était encore juste après le pont de l'aéroport. Il y a Selou qui venait d'arriver, rejoindre les autres leaders qui étaient déjà là avant lui, et ils se concertaient avant le départ. C'est justement pendant qu'il préparait, qu'il prenait son nouveau départ, qu'il y a eu la dispersion à coups de gaz lacrymogène et dans des conditions qui sont complètement indescriptibles. Mais il ne fallait pas rester au bureau pour pouvoir parler de ça, il fallait les vivre. Parce que ce qui s'est passé, malheureusement, mon confrère en face n'était pas aussi sur le terrain. Non, moi, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain jusqu'au moment où j'étais sur les lieux, jusqu'au moment où on calcinait le 4e bus de transport. J'étais là au moment où les camions citernes de la police étaient en train d'éteindre le feu qui calcinait ce car de transport. Donc malheureusement, cette fois-ci, mon cher Thierno Suleiman est passé carrément à côté parce que ce qu'il dit est l'exact contraire de ce qui a été narré par tous les reporters qui étaient présents. Je ne peux pas comprendre que... Mais il était sur le terrain. Je ne suis pas convaincu qu'il ait été sur le terrain ce jour-là. Parce que les policiers n'ont réagi que sous le pont de Bessia Kondebougni. Les policiers de là-bas jusqu'au niveau de l'aéroport, je n'ai pas vu un seul policier. En tout cas, sur ce petit tronçon de Bessia Kondebougni jusqu'à l'aéroport. Il y a eu effectivement forcing de certains partisans juste au niveau du pont de Kondebougni. J'ai vu de mes propres yeux. C'est terminé maintenant. Hein? Oui, là-dessus. Je voulais dire que la différence entre notre ami Bella Kamano et moi, c'est que moi je ne dis pas ici ce qu'on me dit de dire. Je dis ce que j'ai vécu en étant reporter sur le terrain. Bien. C'est là la différence fondamentale. Donc je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure, en terminant par le fait que la dispersion violente de la manifestation est intervenue pendant que le cortège des manifestants, la tête du peloton, on n'était même pas encore arrivé au niveau du pont de Bessia, du marché de Bessia. Et vous savez qu'entre ce marché même et le pont de Kondebougni, il y a près de 500 mètres. Bien. À plus forte raison. Donc c'est dire que peut-être que Bella était au pont où il y a eu le bus calciné et tout, parce que peut-être étant très intelligent, trop informé, il savait déjà par avance que tout cela devait intervenir, et donc il est venu pour assister à cela. L'autre différence, l'autre différence entre mon confrère et moi, c'est pas un débat, c'est pas un débat interne. Pour terminer là-dessus, il faut rappeler que les morts
qu'il y a eu ce jour-là, ils ont tous été tués ailleurs que dans ce périmètre. C'est vrai que la dispersion a été violente à coup de gaz lacrymogène sur l'autoroute, mais c'est plutôt sur l'axe Amdallah et Bambeto qu'il y a eu des morts. Bien. Et cela, il faut le mettre en rapport direct avec une déclaration faite par le président de la République qui disait auparavant que ce qui se passe actuellement à Conakry n'est qu'une agitation dans 2 quartiers. Donc moi, en tant que journaliste et analyste de la situation sociopolitique actuelle, je me pose la question de savoir si les gens qui sont morts ne sont pas morts pour donner raison au président de la République qui a déclaré qu'il y a de l'agitation que dans 2 quartiers de Conakry. Bambeto, donc les enquêteurs devraient aussi s'intéresser à ce point des choses pour nous en dire. Il y a des manifs qui sont en vue. L'enterrement était prévu, je crois, pour aujourd'hui, ça a été reporté. C'est 7 corps, ça aurait dû être 8. Il paraît qu'il y a un qui a été retiré par les parents. Donc les 7 devraient être enterrés aujourd'hui, c'est reporté. Et il y avait normalement la marche qui était prévue pour mardi le 26. Est-ce qu'elle va être maintenue ou pas? Si jamais c'est encore sur le même itinéraire, est-ce qu'il va falloir craindre encore ces mêmes cas de violence et de mort malheureusement en 30 secondes? Mais il faut le craindre, mais surtout s'y attendre. Parce que moi je me dis qu'à partir du moment où le défi, le challenge lié à la mobilisation qu'ont réussi les opposants au 3e régime deviennent de plus en plus intenables à Conakry par le pouvoir, il faut trouver un autre moyen d'empêcher cela, et le moyen c'est de faire de sorte que ce soit violent en vue de trouver des arguments pour empêcher. Oui, il faut craindre encore. Oui, désormais ça va être, je crois, la stratégie du FRDC, de faire en sorte que les gens se retrouvent face à la violence, juste pour ternir l'image du régime. Vous avez vu Qu'est-ce que vous pensez? C'est d'ailleurs ce qui se vérifie aujourd'hui sur le terrain. Bien. Lorsque les autorités vous disent Bien. nous sommes d'accord que vous marchez, empruntez tel itinéraire, vous dites nous ne voulons pas cet itinéraire, nous voulons autre itinéraire, en allant braver l'autorité qui est représentée sur le terrain par les forces de l'ordre. C'est une manière de provoquer la violence afin qu'il y ait des situations inattendues comme Bien. des situations de mort pour présenter cela comme un trophée et en faire un outil de communication afin de ternir l'image du régime. C'est la stratégie aujourd'hui du FNDC. Bien. Les autorités de ce pays, jusqu'à la preuve du contraire, ne réagissent pas comme ils veulent au moment où ils veulent. Il y a un canevas, il y a un délai donné aux autorités de réagir à ce genre d'informations. C'est-à-dire quand elles reçoivent une information comme quoi une manifestation doit être organisée, fut-il par le FNDC, il y a un délai de 48 heures. En deçà duquel il ne peut pas prétendre donner quelque ordre. Mais pour le cas du 14, ils ont réagi après les 48 heures. Juste la Ça, veille. c'est avéré. Juste la veille. Donc c'est ce qui dit que c'est plutôt le pouvoir qui est dans la logique de la provocation, parce que, encore une fois, il a senti que la mobilisation, c'est un défi qu'il ne peut pas résoudre. Je ne partage pas cette information, parce qu'au sein du FNDC, il y a eu, avant le communiqué du gouverneur de la ville de Conakry, des leaders qui étaient déjà prédisposés à accepter l'itinéraire qui allait être imposé par les autorités. Bon, prédisposés ou pas, on bien parle sûr, du délai de nous réponse. avons entendu des réponse. leaders membres de ce FNDC dire haut et fort qu'ils étaient prêts à respecter l'itinéraire qui allait être proposé ou imposé par les autorités. Oui, non, c'est justement... Non. On va terminer, Tcherno, en 30 secondes. La CENI, je l'ai dit, lance les opérations d'enrôlement aujourd'hui. Ce qui veut dire que tout citoyen qui veut voter, à partir d'aujourd'hui, doit, en tout cas dans sa contrée, chez le chef de quartier, chercher là où les machines se trouvent pour s'enrôler afin de voter. Mais vous avez évoqué un petit souci avec les superviseurs qui doivent contrôler ce travail d'enrôlement, apparemment qui ne s'entendent pas en termes de moyens de mobilité. Oui, justement, nous avons été alertés sur la question par les principaux concernés, c'est-à-dire ceux qui sont recrutés pour le travail de supervision et qui sont déjà quasiment tous sur le terrain. Ils nous ont attiré l'attention sur le fait qu'il y a violation des termes du contrat par la société qui les a recrutés. Parce qu'en lieu et place des motos d'une certaine qualité et d'un certain prix, dont ils auraient versé 30% déjà du prix,
c'est plutôt des motos à bas coût. Des motos ouais, à bas coût et surtout à qualité discutable selon eux qui leur sont proposées. Et or, ils doivent aller dans des zones... Oui, justement, ce sont entre autres les arguments qu'ils ont avancés. Et allant dans pour terminer, concluant que si c'est dans ces conditions, ils ne sont pas prêts à prendre part aux travaux de recensement. Supervision. Et la conséquence de cela, c'est que s'ils ne prennent pas part aux travaux, c'est qu'il n'y a pas de supervision, parce que jusque-là, ce sont eux qui détiennent les codes d'accès aux machines. D'accord. Et s'ils ne donnent pas ce code, forcément, je ne dis pas que le travail ne peut pas se faire, mais forcément, il va être retardé. Vous savez déjà que le délai il est déjà très réduit. Ouais. Et ce matin même, j'ai eu l'un d'entre eux au téléphone qui m'a laissé entendre que la menace a été mise à exécution. Ça, je donne la primeur à l'émission. La menace a été mise à l'exécution, en tout cas du côté de Kankan, où on les a invités à aller prendre part au lancement officiel des travaux d'enrôlement, mais qu'ils ont refusé, restant derrière leur décision, même si déjà hier, ils avaient reçu un document selon lequel la société leur propose de leur offrir carrément la moto désormais au lieu de l'argent contre la vente, d'offrir la moto si toutefois ils acceptaient de faire les travaux. Bien. Nous avons reçu une copie de ce document, mais nonobstant tout cela, en tout cas selon nos interlocuteurs, ils sont pas dans des dispositions de prendre part aux travaux de révision si les conditions ne sont pas réunies. Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Je me permettrai de bloquer la parole de me ségréguer, c'est de la ségrégation. Largement pris par le temps. Je pense que l'essentiel, c'est de dire que les opérations d'enrôlement devraient donc commencer aujourd'hui, mais si jamais les superviseurs ne descendent pas sur le terrain, ça pourrait bloquer. Et tout le monde sait qu'un seul jour perdu dans le déroulé du chronogramme est effectivement ressenti sur le reste du chronogramme. Pour le reste. Donc on va revenir là-dessus en détail pour les prochaines fois, sans doute sachant que la CENI pourrait déjà avoir les alertes à travers cette émission. Merci Bella d'être passé, à très bientôt. Merci mon cher Ouri et merci aux téléspectateurs. Merci Thierry, à très bientôt. Pour l'invitation. Merci. À vous, merci de votre attention et puis à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.